Le roman de Tristan et Iseult, chapitre 4, Le filtre, suite, deuxième partie. Nous avons quitté l'action au moment où la nef subit un calme plat. Le vent est tombé et Tristan fait aborder dans une île. On peut remarquer que Tristan est le capitaine incontesté de cette expédition. Sans doute avait-il un immense prestige depuis sa victoire sur le Morholt. De plus, ayant vaincu et tué le dragon d'Irlande, une malédiction sévissant en Irlande, il semble jouir d'une bénédiction le rendant invincible. C'est lui qui avait pris l'initiative de partir en Irlande, pays ennemi, pour aller conquérir Iseult, et il avait à cette fin embarqué 100 jeunes chevaliers pour servir d'ambassade au roi Marc, pour lui servir de témoin et pour jurer que le roi Marc mandait, c'est-à-dire demandait solennellement, paix et amour au roi d'Irlande. Ainsi, il semblait que Tristan avait tout prévu à l'avance et tout paraissait se dérouler selon ses plans. Cependant, pendant le voyage, il est un peu contrarié par la tristesse d'Iseult et il va tenter de la consoler, ce qui d'ailleurs aura comme effet d'énerver encore plus la haine d'Iseult, elle qui n'a que faire de la pitié ou de la charité de Tristan. Bien sûr, la pitié ou la charité ne sont pas entre hommes et femmes de l'amour. On peut aussi remarquer qu'on ne se marie que très rarement, pour ne pas dire jamais, par pitié ou par charité, ce qui serait d'ailleurs un non-sens complet. Alors que la nef est immobilisée près de cette île, les 100 chevaliers et les mariniers vont débarquer et Tristan va se retrouver seul sur la nef avec Iseult et une petite servante, alors que Brangien, la fidèle servante d'Iseult, se tient un peu éloigné dans un autre coin de la nef. Alors le soleil brûle, il fait très chaud, ils ont soif, ils vont demander à boire, et la petite servante ne va pas tarder à découvrir le coutret si bien caché par Brangien. On peut remarquer que la nef est quand même un bâtiment assez imposant puisqu'elle emmenait au moins 120 personnes et la petite servante a trouvé, semble-t-il, très très rapidement le coutret si bien dissimulé par Brangien pour dire à quel point Brangien l'avait bien caché dans cette nef assez vaste. Ainsi, Tristan et Iseult vont boire une bonne quantité de ce breuvage. Et c'est là que l'aventure commence. En effet, nous abordons ici le moment décisif où tout va se jouer, ce que l'on appelle en littérature le nœud de l'histoire. En effet, à cet instant, Brangien entra et les vit qui se regardaient en silence, comme égarés et comme ravis. Et ce regard qu'ils ont l'un pour l'autre est tout à fait primordial, du latin primordialis, commencement. En effet, c'est bien par ce regard que va commencer l'amour, le regard qui éloigne du mépris et de l'indifférence. Oui, le regard est toujours de la plus grande importance en ce qui concerne l'amour. En effet, il faut remarquer qu'ils n'avaient auparavant pratiquement pas vraiment eu l'occasion de se regarder seul à seul. La première fois qu'ils s'étaient rencontrés, Tristan était mourant. Il avait été abandonné dans une barque à la dérive pendant 7 jours et ses traits avaient été déformés par les poisons du Morholt. Donc, il pouvait difficilement tomber amoureux dans cet état. Cependant, au cours de ce séjour, il avait trouvé Iseult suffisamment belle pour y penser quand il s'est agi de trouver une femme pour le roi Marc. La seconde fois où il s'était vu, il était encore blessé par le dragon, donc encore difficile pour lui de tomber amoureux, alors qu'il était absorbé par sa mission de chevalier de porter Iseult à son roi. Donc c'est à peu près la première fois où ils ont l'occasion de se regarder les yeux dans les yeux, alors que lui est en forme. Ainsi ils vont se regarder et ils vont avoir ce regard bouillonnant de joie et de désir, particulier aux amoureux et immanquablement accompagné d'un sourire naturel révélateur.
Or, c'est là que commence la fusion des dragons intérieurs, que j'appellerais également les feux vitaux ou les feux intérieurs. Henri Bergson, philosophe français du début du XXe siècle, parlait d'élan vital et d'énergie spirituelle, mais comme il s'agit ici d'une histoire du XIIe siècle, je parlerai plus volontiers de dragons intérieurs, mais cependant je pense que Henri Bergson n'a jamais parlé de la fusion de ces énergies spirituelles. Le feu vital est bien entendu ce qui nous fait vivre et nous donne la force de vivre. Chacun possède sa propre énergie spirituelle ou feu vital, lequel est un don de Dieu, même pour ceux qui n'y croient pas. Donc le regard, c'est ce qui va produire l'étincelle, aussi rapide que l'électricité. On parle aussi de foudre, et cette étincelle va déclencher ou non la fusion. C'est le regard d'âme à âme qui va évaluer immédiatement l'affinité spirituelle dans sa profondeur. On voit en effet dans le regard le fond de l'âme, et si l'affinité est présente, la fusion spirituelle des âmes commence instantanément, et donc l'amour dans son aspect surnaturel. Là, les amoureux entrent dans leur monde à eux, leur imaginaire, leur Éden, et leur béatitude, qui est finalement un bonheur absolu, le désir et la possibilité de l'oubli de tous les soucis et de tous les aspects matériels de la vie, dans des moments privilégiés d'amour, le bonheur en lui-même suffisant de la certitude d'aimer et d'être aimé. Cependant, ils seront à partir de ce moment en décalage complet avec ce qu'on appelle généralement la réalité, en se plaçant dans une autre réalité, une réalité parallèle qui les fait planer dans leur monde spirituel intérieur, ce qui risque cependant de les désarmer face à l'autre réalité du monde extérieur, s'ils n'ont pas vraiment compris ce qui leur arrive et comment réagir de manière adéquate. Alors l'histoire nous parle de filtres. Ceux qui en boiront ensemble s'aimeront de tout leur sens et de toute leur pensée à toujours, dans la vie et dans la mort. Ce filtre, comme d'ailleurs le dragon, fait entrer ce roman dans le genre littéraire appelé merveilleux. Le merveilleux, c'est un genre littéraire qui fait appel au fantastique, au surnaturel, au mystère. Il y a un parfum, une atmosphère de mystère, de magie poétique qui règne sur tout ce roman, et on va expliquer l'attachement des amoureux de manière surnaturelle par le filtre. Pourquoi pas? Cependant, est-ce que vraiment un jeune homme d'une vingtaine d'années et une jeune fille de 16-17 ans qui tombent amoureux alors qu'ils sont seuls sur une nef, serait-ce vraiment un fait surprenant? Ils sont beaux tous les deux, ils sont fils de roi et de reine. S'il ne s'était rien passé entre eux pendant le voyage, c'est peut-être ça qui aurait été le plus étonnant. Tristan aurait porté comme un petit ange, bien gentiment, comme il le croyait, Iseut au roi Marc. Difficile à croire quand même. On peut remarquer que la légende de Roméo et Juliette, écrite à la fin du XVIe siècle, soit 4 siècles après, qui évoque par sa force un amour à peu près similaire à celui unissant Tristan et Iseut, n'a pas eu besoin d'avoir recours à un filtre. Si tous les amoureux avaient besoin d'un filtre pour tomber amoureux, il n'y aurait pas beaucoup d'amoureux. On peut expliquer le rôle du filtre comme un catalyseur, c'est-à-dire un accélérateur chimique de ce qui était en germe et de ce qui serait arrivé tôt ou tard de toute façon. Accélérateur d'une pulsion toute naturelle, sans doute, mais pensez qu'Iseut aurait été amoureuse du roi Marc si elle avait bu ce filtre avec lui pour toute sa vie? Non, je ne crois pas. Un filtre ne peut en aucun cas aller contre le libre arbitre des gens. Elle aurait pu être éventuellement soi-disant amoureuse le temps de l'action de la drogue, c'est-à-dire quelques jours, mais pas plus, ou sinon ce serait une magie qui me paraît personnellement absolument impossible et qui aurait créé un sacré bazar de toute façon. Alors je préfère accepter l'idée que le filtre a amplifié l'amour qu'ils auraient eu de toute façon l'un pour l'autre
et que le philtre est de lui-même allé à Tristan et Iseut parce que c'était sa destinée surnaturelle ainsi que leur destinée personnelle. Et c'est bien uniquement de cette façon que je peux admettre cet aspect fantastique et mystérieux de l'œuvre. Il faut cependant aussi remarquer que ce filtre était absolument indispensable pour rendre cette histoire assez simple. En effet, il fallait que Tristan et Iseut tombent nettement amoureux entre le moment du serment au roi d'Irlande, où Tristan n'est absolument pas amoureux, et le moment où la nef arrivait à Tintagel, dans un laps de temps donc très court. C'est pourquoi le filtre était bien pratique pour accélérer le phénomène amoureux à ce moment unique de l'histoire. Alors, quand Brangien s'aperçoit qu'ils ont bu ce breuvage, elle va prendre le coutret, courir à la poupe de la nef et jeter le coutret dans la mer en gémissant « Iseut, ami, et vous, Tristan, c'est votre mort que vous avez bu. » Évidemment, elle se rend compte que désormais Tristan ne pourra pas être absolument fidèle à ses serments, mais pourquoi cela devrait-il faire planer automatiquement l'ombre de la mort sur les amants? Je parle d'amants ici dans le vieux sens du terme, c'est-à-dire pour ceux qui éprouvent un sentiment d'amour partagé. Il semble que Brangien parle comme un oiseau de malheur et de manière prophétique avec cette prédiction funeste, ce qui contribue à entraîner un sentiment fantastique sombre de fatalité inéluctable, c'est-à-dire de malédiction planant sur cette histoire malgré le merveilleux de la beauté, de la fidélité absolue que les amants garderont à leur amour pour toujours. Tristan, effectivement, par une ignorance qui le laisse désarmé face à cette fusion dont il ne peut comprendre la force puisqu'il ne la connaît pas plus qu'il ne connaît sa signification surnaturelle profonde, et il ne saura pas plus maîtriser son dragon intérieur et ne cherchera même pas à dompter ce dragon dont il ignore même l'existence, ce qui laissera place tout naturellement et finalement à une fatalité ou une malédiction apparaissant désormais inéluctable. Les chevaliers du Moyen Âge avaient pour la plupart compris qu'ils étaient en quête de quelque chose de noble et d'élevé. Beaucoup étaient en quête intuitivement, sans même le savoir, sans même savoir de quoi, comme nous pouvons le voir dans les romans de Chrétien de Troyes. Il s'agissait, à mon avis, de retrouver en fin de compte l'orientation spirituelle de l'être dans le monde, de la matière, naturellement maudite dès l'origine, la matière naturellement maudite dès l'origine. Le monde ainsi que l'être qui vont tendre à se dissoudre dans le non-être dès lors qu'ils oublient et ignorent les conditions les sauvant de cette malédiction initiale, laquelle nous plonge aussi dans un sentiment de vide inquiétant. Ainsi, ce quelque chose dont les chevaliers étaient en quête était, je pense, le Graal du chevalier, la véritable quête, laquelle devrait être celle de tout homme pour retrouver les conditions initiales souvent oubliées, et donc retrouver le véritable sens du Graal pour retrouver le Graal lui-même. En effet, s'il y a eu une malédiction initiale, il y a eu aussi une bénédiction initiale, ce que je développerai plus précisément en poursuivant le cours de cette histoire. À cet instant, Brangien entra et les vit qui se regardaient en silence, comme égarés et comme ravis. Elle vit devant eux le vase presque vide et le hanap. Elle prit le vase, courut à la poupe, le lança dans les vagues et gémit. Malheureuse, maudit soit le jour où je suis né et maudit le jour où je suis monté dans cette nef, sur cette nef. Iseut, ami, et vous, Tristan, c'est votre mort que vous avez bu.